Bonjour chers frères et sœurs, je reprends la vidéo, la série de vidéos sur les échanges commerciaux dans le monde Akan. Les échanges commerciaux dans le monde Akan. Alors, comme je l'ai dit, les marchandises que nos ancêtres acquéraient étaient des marchandises qui étaient utiles. Les couteaux, les haches, les armes à feu, tout ça c'était utile. On ne peut pas qualifier cela de pacotille avec toute la charge péjorative que ce terme-là a. Historiquement, dit cela n'est pas exact. D'ailleurs, les Européens n'ont fait que répondre à une demande locale parce que les Akans utilisaient régulièrement du cuivre et puis du laiton, notamment dans la confection des figurines du paquet de Dja, dans lequel il y avait non seulement la poudre d'or, mais les poids monnaies. Par exemple, concernant les parures, les Akans utilisaient les pierres précieuses, l'ivoire, l'or, le bois, les ossements d'animaux, l'argent et puis les coquillages. Mais on va voir d'abord les Portugais proposer des perles en pâte de verre que les Agnis notamment appellent bondoma. D'ailleurs, la bouteille est appelée encore bondoma. C'était des perles que les Akans distinguaient des perles précieuses. Les perles précieuses, les perles naturelles, ils appellent ça afilekpa, c'est-à-dire les bonnes perles. Maintenant, les perles en verre que les Portugais et puis aussi ensuite d'autres Européens vont proposer, ils appellent ça affileté, c'est-à-dire la mauvaise perle. Mais cela a démocratisé l'usage des perles parce que même les pauvres pouvaient acquérir les fausses perles envoyées par les Européens. Les Akans n'étaient pas dupes quant à ces perles en verre des Européens. Ils distinguaient donc les bonnes perles, les affilepas, les bonnes perles et puis les mauvaises perles affiletées que envoyaient les Européens. C'était important. Alors ces perles-là étaient enfilées, portées comme un collier, pendentif, et puis servaient aussi à orner les cheveux. Voilà. Les Akans portaient surtout des vêtements en écorce d'arbre, des vêtements faits avec des nervures de feuilles de palme, des vêtements en peau d'animaux, et enfin quelques vêtements en coton, laine et soie qui étaient souvent, c'est-à-dire les vêtements en soie étaient importés notamment de l'Afrique du Nord, transitant par l'Afrique sahélienne, puis étaient acquises par les Akans notamment à Bégor et à Bondoukou. Mais par la suite, on verra les Européens aussi venir avec des vêtements en soie qui nous arrivaient donc de Chine. Ouais, donc c'était un véritable commerce international. Bon, de sorte que les vêtements en coton, laine et soie coûtaient cher. Il y a un texte tambouriné, par exemple, consacré à un roi d'Ankira Ntimi Diakari qui dit « Je me couche sur des tissus en soie, je porte des cachettes en soie, je porte des pagnes en soie pour montrer justement sa fortune. » C'est dit que la soie était un produit de luxe dans le monde Akan. Or, les Portugais, en vendant ces tissus et ces étoffes en grande quantité, vont permettre aux pauvres d'avoir aisément accès à ces produits. Ici aussi, l'on peut parler de démocratisation dans l'accès aux tissus qui auparavant étaient rares et coûteux. Parce que les pagnes teintées en coton étaient chères, ça coûtait cher. Le pauvre ne pouvait pas l'acquérir aisément. C'est donc avec joie que les Akans ont vu l'entrée en scène des autres nations européennes parce que les Portugais n'arrivaient pas à satisfaire la demande qui était forte. Souvent, les marchands venus de l'arrière-pays prolongeaient leur séjour sur le littoral, guettant l'arrivée des navires. Tous les peuples Akans seront des participants à ce commerce avec les Européens. Les Portugais menaient des actions diplomatiques auprès des chefs en offrant des présents pour encourager les échanges. Alors, il y a Balong, donne des prix unitaires de différents articles vendus contre de la poudre d'or, monnaie locale, au fort San Jorge d'Amina de 1529 à 1531. Alors, donc, nous allons donc donner quelques prix de ces produits-là que Balong Meuda nous donne dans son ouvrage. Alors, par exemple, il y avait le Ambel décoré. Le prix unitaire en poids d'or, c'était 18. L'équivalent du prix unitaire en grammes d'or, c'était 112,14. Djellaba, qui était la tenue, une sorte de boubou venu de l'Afrique du Nord. Le prix unitaire en poids d'or est 3. L'équivalence en prix unitaire en grammes d'or, c'est 18,69.
capuche rouge, 9,71, 60,49. Donc, chaque fois que le prix unitaire, je le donne d'abord en poids d'or, et puis ensuite, maintenant, l'équivalent du prix unitaire en gamme d'or. Voilà, c'est comme ça, en gramme d'or. Donc, les capuches rouges, tissu de toile, c'est 1 en poids d'or, 6,23 en grammes d'or. Voilà. Drap de coudée, 1 en poids d'or, 6,23 la coudée en grammes d'or. Voilà. La cuvette. Donc, il y avait la cuvette. Bon, les prix, je vais laisser, c'est fastidieux. Il y avait le pot de chambre, bassine de barbier, bassine à urine, chaudière à anse, chaudron à couvercle, manie. Par exemple, les chaudrons à couvercle, les gens utilisaient ça dans la fabrication du sel, par ébullition. Manie, coffre en bois, petite boîte, fourneau à couteau, etc. Même les esclaves, les Portugais en vendaient aussi sur la côte. Les coquillages, les pelles grises, le vin, tout cela était vendu sur la côte. Est-ce que le vin, c'est une pacotille? Posez la question à ceux qui sont encore des amateurs de vin. Vous avez dit que le vin, c'est une pacotille. Tout ça était vendu à nos parents africains par les Européens, notamment d'abord ici les Portugais qui ont été les premiers. Offrir des cadeaux aux dirigeants de la côte pour favoriser les échanges est une politique inaugurée par les Portugais que les autres nations européennes vont adopter. Voilà. Ballon Meuda établit une liste des coutumes et cadeaux remis par le comptoir portugais à diverses personnalités de la Côte de l'Or. Par exemple, le 7 janvier 1521, le Bamouhene, c'est-à-dire personnage chargé d'enterrer le roi, notamment ici le roi d'Abrem, recevra une petite djellaba. D'après la documentation portugaise, entre 1517 et 1540, le frère du chef d'Ampegny, Bisseao, le messager du chef d'Elmina, le roi d'Abrem, le roi de Foutou, le roi d'Assabou, les rois de Djabi, Cabestera, Chama, Wassa et Akataki ont tous reçu des présents. Voilà, ça, c'était pour que les chefs, les rois soient vraiment avenants et ouverts au commerce des Portugais. À l'époque portugaise, il y aura des marchands locaux très influents qui, sans doute baptisés, adopteront des prénoms chrétiens et des noms portugais. La multiplicité des royaumes et chefferies en Côte de l'Or créeront des problèmes de cohabitation, des luttes d'influence et des guerres dont vont profiter les négriers européens. Mais ces chefferies ne s'affrontaient pas avec l'idée première de se faire des captifs. Ils y avaient justement des textes tambourinés au sanvi et dans le bronze-diamant qui faisaient l'apologie de la guerre comme un moyen de bâtir un royaume, un État et de consolider le pouvoir d'un siège. Donc vous voyez, c'était pour bâtir des États que nos ancêtres faisaient la guerre. Ce n'est pas pour vendre des esclaves. Les populations d'Elmina vont développer l'activité de piroguier au service du commerce en vue du transport des marchandises. Ils fournissaient du bois, et faisaient toutes sortes de travaux au fort contre rémunération. Vous voyez, donc les gens gagnaient leur vie en profitant de ce commerce-là. Le commerce des Akans avec les marchands du Nord, notamment à Bego dans le royaume Akan de Nani Nsoko, n'a pas outre mesure perturbé les affaires des Portugais qui, au demeurant, avaient du mal à satisfaire la forte demande. Voilà, vous voyez. La fin de la suprématie marchande du Portugal sur la Côte de l'Or voit naître celle de la Hollande. La Compagnie des Indes occidentales désirait avoir le monopole dans l'acquisition des produits locaux et la distribution des produits européens. Les forts seront des stations pour les navires, les lieux de ravitaillement et de stockage des marchandises. Les chefs de la côte autorisaient les compagnies à bâtir des forts moyennant une rente mensuelle ou annuelle. Voilà. Donc les chefs profitaient de cela. Ils concluaient des accords avec les Européens qui garantissaient leur position d'intermédiaire. La rente sur le fort Saint-Georges de la Mine était versée au roi de Guafo et au roi de Foutou, ainsi qu'au chef d'Elmina à l'époque portugaise. Rien ne certifie un versement de rente sur Elmina au roi du Dantira après une hypothétique victoire sur le Guafo, comme l'écrit Kwame Eboa Deku. Les Hollandais donneront
des présents au roi d'Ankira afin qu'il pousse ses sujets à commercer avec la compagnie des Indes occidentales. C'est cela. C'est pour encourager le roi du d'Ankira, qui était le roi le plus puissant à l'époque dans l'espace Akan, à envoyer ses sujets commercer sur la côte. C'est conformément à cette même politique que le roi des Ashanti recevra aussi des présents régulièrement. De nombreux interlopes, c'est-à-dire des navires qui sont pas, des compagnies qui ne sont pas sponsorisées par les États, de nombreux interlopes, notamment hollandais, financés par des marchands privés de Hollande, exerçaient leurs activités sur la côte de l'Or. Le commerce brandebourgeois, les brandebourgeois étaient donc des Allemands, voilà, s'exercera surtout sur le littoral Aranta, où les Anglais avaient un fort appelé Discove, notamment dans la localité de Nfuma. Le commerce anglais sur la côte Borbor-Fanti était prospère et enrichissait les marchands locaux. Cette opulence, dit William Bosman, rendait les Borbor-Fanti arrogants et hautains. Vous voyez? Regardez ce que William Bosman dit. Il dit, le commerce anglais sur la côte Borbor-Fanti était prospère et enrichissait les marchands locaux. Cette opulence, dit William Bosman, rendait les Borbor-Fanti arrogants et hautains. Vous voyez? Les Européens même qui ont fait le commerce là reconnaissent que cela a enrichi des Africains. Et puis des historiens européens viennent écrire des ouvrages mensongers pour dire que non, les Africains n'ont eu que de la pacotille, ils n'ont pas profité de ce commerce. Vous voyez, ce n'est pas vrai. Or, Bosman était un acteur de ce commerce-là. Il commerçait beaucoup avec les interlopes aux grandes dames des Anglais et des Hollandais. Ces derniers, dit William Bosman, n'avaient aucun pouvoir sur les Borbor-Fanti. L'espace des Borbor-Fanti est appelé Fantine. Ils sont notamment à Nomambo, à Mankesem, etc. L'or fin et pur avec lequel les marchands Akan commerçaient était, d'après William Bosman, appelé Akanisika. Cependant, certains marchands locaux étaient experts dans la falsification de l'or et trompaient les marchands européens inexpérimentés. Vous voyez, je vais m'arrêter là. Donc, dans ce commerce-là même, il y avait des gens malhonnêtes qui pouvaient proposer de la fausse poudre d'or aux Européens pour les tromper, pour les escroquer. Donc, vous voyez. Donc, les Européens étaient obligés d'employer des gens, des Africains, pour pouvoir reconnaître le vrai or. Vous voyez. Donc, c'est cela. Alors, en plus de ça, venir dire que non, nos ancêtres étaient trompés, etc., et qu'ils n'ont rien gagné de ce commerce. Vous voyez, vous vous rendez compte que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, je m'arrête là. Mais nous allons poursuivre cette série de vidéos sur le commerce, les échanges commerciaux dans l'espace Akan. C'est important. Voilà, c'est important. Pour déconstruire les fausses informations historiques. Merci encore et bonne soirée à tous.